Bonjour à toutes et tous. Un grand merci d'être là pour découvrir et puis pour partager sur le projet Terreaux locaux. Donc, moi, je fais partie de l'équipe de fondatrice du projet et actuellement, je suis dans l'équipe de coordination du projet. Donc, je vais vous faire un petit aperçu de ce projet qui a été créé en 2017. L'association a été créée en 2017 et je vais commencer avec la première slide. Donc, je vais commencer par le contexte et un peu comprendre à partir de quels besoins le projet est né. Donc, le projet il est né sur la base de deux constats majeurs. D'une part, le besoin de redynamisation de territoires ruraux d'un côté et la problématique d'une offre d'insertion pour les bénéficiaires d'une protection internationale, donc les réfugiés, qui était vraiment cantonné aux villes, principalement, avec d'une part des structures qui font de l'accompagnement au logement, de l'autre de l'accompagnement à l'emploi, de façon vraiment séparée, et donc qui avait pas d'offres, enfin ou peu d'offres d'accompagnement global qui comprennent à la fois le logement, l'emploi, l'accompagnement au code culturel, à la langue et à la création de liens pensés un peu globalement. Donc voilà, c'est né de ces deux constats majeurs et aussi par le fait que malgré l'obtention d'un statut de réfugié, du statut de réfugié, c'est bien souvent un nouveau parcours du combattant qui attend les personnes en France. Donc, Terreaux locaux propose une réponse à ces deux enjeux avec un concept simple, expérimenter un dispositif d'accueil global permettant à des réfugiés et des personnes en situation de fragilité de s'installer et de construire un projet digne et durable sur un territoire rural en participant à la dynamisation économique, sociale et culturelle de ce territoire. Donc, pour porter ce projet, l'association Terreaux locaux a été créée, comme je vous le disais, en 2017 et a ouvert ses portes aux salariés, aux premiers salariés en parcours d'insertion qu'on accueille au printemps 2019. Donc, ça fait 2 ans que la structure est ouverte. Donc, l'association, elle rassemble aujourd'hui plus de 150 adhérents, 50 bénévoles réguliers. Il y a 5,5 ETP de salariés permanents. Il y a 12 salariés en parcours d'insertion. Et puis après, on est vraiment en lien avec de nombreux partenaires institutionnels, associatifs, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et donc dans les partenaires clés, donc on a la préfecture de l'Isère, la Directe, donc la direction du travail, la DDCS, le ministère de l'Intérieur pour la partie réfugiés, la MSA, la communauté de communes, la commune, le département, la métropole de Grenoble et Pôle emploi. Donc ça, c'est vraiment un peu les partenaires principaux. Et donc depuis le démarrage du projet, mais je reviendrai après dessus sur les différentes étapes qui nous ont amenés à construire ce projet, on a intégré le réseau Emmaüs et le réseau Cocagne, parce qu'on savait que pour monter ce projet-là, on avait besoin d'être soutenu et de profiter de l'expérience de réseau historique de l'insertion. Donc au niveau des personnes qu'on accueille au sein du projet, des personnes en parcours d'insertion, on a donc deux profils, un profil de personnes réfugiées, donc qui peuvent être en famille ou isolées. On a vraiment une mixité en termes d'âge, avec des francophones et des personnes qui parlent pas français, et des personnes qui peuvent arriver avec des solutions d'hébergement ou pas. Et donc sur la répartition, on a 2 tiers de personnes réfugiées, 1 tiers de personnes du territoire en situation de précarité. Et donc au niveau de la spécificité un peu des personnes réfugiées qu'on accueille et pour laquelle on a mis en place vraiment un projet d'accompagnement spécifique à terreaux locaux, c'est qu'on sait qu'il y a une méconnaissance du droit commun pour ces personnes-là, une méconnaissance du travail en France
et 2 tiers des personnes vraiment qu'on accueille qui ne parlent pas du tout français quand elles arrivent. Et donc ça va forcément avoir un impact sur le parcours d'accompagnement qu'on propose. Mais par contre, on peut voir vraiment une très grande motivation pour s'installer durablement et dignement en France. Alors, donc le concept du projet, il est basé sur le fait de proposer donc cet accompagnement global dont je parlais, mais à travers un projet de développement local qui soit à destination de tous les habitants. Et donc, ça se traduit de la façon suivante. Donc là, vous pouvez voir cette représentation un peu graphique du projet, où d'une part, on a le volet emploi, où du coup, on a un chantier d'insertion, où on fait du maraîchage et de la boulangerie. Ensuite, on accompagne au logement, où pour ça, on a 3 solutions pour répondre à cette problématique-là. On a une solution qu'on peut mobiliser de façon très rapide si une personne arrive sans solution d'hébergement ou de logement, où on a des foyers hébergeants dans le village qui permettent de faire de l'accueil chez l'habitant, du coup comme un système de colocation. On fait de l'intermédiation locative, c'est-à-dire qu'on peut louer des appartements sur le territoire au nom de l'association et ensuite on sous-loue aux personnes qu'on accueille. Et enfin, on accompagne de façon assez classique à l'entrée en logement social ou privé. Et enfin, le 3e volet, qui est vraiment le volet qui est porté avec et pour les habitants, c'est la partie création de liens, en faisant de terreaux locaux un espace vraiment, un lieu pour tous, avec des événements conviviaux, des repas partagés, un marché qu'on a créé depuis 2 ans, des cours de français, maths, informatique, auxquels les salariés en parcours d'insertion qu'on accueille peuvent bénéficier, mais qui peuvent aussi être ouverts à d'autres habitants qui en ont besoin. Et c'est des bénévoles habitants qui les donnent. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et puis après, il y a diverses activités associatives qui sont à l'initiative d'habitants. Donc voilà, donc en termes d'impact du projet, on a un impact économique puisqu'il y a de la création d'emplois. Donc là, actuellement, il y a eu la création de 17 ETP, dont 12 en parcours d'insertion. Il y a eu la création d'un marché hebdomadaire, le développement de la production locale. Ensuite, au niveau du territoire, on voit que il y a vraiment des liens qui peuvent se faire de façon régulière entre les habitants. Enfin, c'est un espace qui permet la rencontre, mais aussi la valorisation de la tradition d'accueil et de créer des ponts entre les différents acteurs et les partenaires du territoire. Ensuite, au niveau social, c'est un modèle d'accueil qui sort un peu de ce qu'on peut faire habituellement, où on a une des valeurs clés, c'est vraiment la réciprocité et de se dire qu'une personne qu'on accueille, elle peut aussi bien proposer des choses aux habitants, mais aussi en recevoir. Et du coup, on est vraiment dans cet objectif de réciprocité. Donc, on favorise le vivre ensemble et on valorise les compétences. Et aussi, on a un gros axe, mais j'y viendrai plus tard, sur la lutte contre la précarité alimentaire. Et enfin, donc il y a un impact environnemental puisqu'on fait de l'agriculture et de l'artisanat à travers la boulangerie bio, avec une recherche de la minimisation de l'empreinte écologique et une sensibilisation à l'environnement à travers les activités qui se vivent à terreaux locaux. Et donc ça, c'est quand même l'élément un peu principal que j'ai oublié de dire au début, c'est que le projet terreaux locaux, il se situe à Notre-Dame-de-Lauzier, qui est un village de 500 habitants entre Grenoble et Saint-Marcellin, donc en Isère. Et donc je passe à la diapo d'après, mais ça met un peu de temps à arriver. Donc, je vais juste revenir un petit peu sur les étapes de construction de ce projet-là. Donc, il y a eu 2 ans, donc de 2016 à 2010, 2017 à 2019.
une phase d'étude des besoins et d'élaboration du concept du projet. Donc ça, vraiment accompagné par le réseau Emmaüs et le réseau Cocagne. Donc en 2007, on a créé l'association pour avoir une association d'avoir une structure pour porter ce projet-là. Et après, on a mis en place, on a commencé une étude de faisabilité du projet en partenariat, de façon co-construite avec les partenaires clés que je vous ai présentés en amont, donc aussi bien des partenaires publics que des partenaires privés, et au niveau national et local. Et donc là, on a mis en place des comités de pilotage, et donc ce qui nous a permis de vraiment affiner et construire avec les partenaires clés ce concept d'accompagnement global qui était, enfin en tout cas, il y avait pas de structure en territoire rural qui proposait ce, ce dispositif-là. Après, dans cette étude de faisabilité, il y a eu un autre enjeu fort, c'était trouver un territoire, enfin une commune pour implanter ce projet-là. Donc on a cherché pendant 2 ans parce qu'il nous fallait de la terre agricole, il nous fallait du bâti et puis une commune qui soit partie prenante du projet. Et donc on a travaillé avec l'équipe de la commune de Notre-Dame-de-Lausier et après 1 an d'échanges avec eux, on a abouti au final à s'installer dans ce village-là. Et donc, on a eu une réunion publique à Notre-Dame-de-Lausier en 2019, réunion publique qui a été assez, un moment fort parce que ça a été assez clivant dans le village parce qu'il y avait vraiment des personnes qui étaient pro accueil et puis d'autres pour lesquelles c'était beaucoup plus compliqué d'accueillir ce type de projet-là. Et donc voilà, ça a été aussi le démarrage de cette réunion publique, d'étapes de co-construction avec les habitants de la partie vie associative. Parce que ça, on savait que cette partie-là, on avait besoin que le projet soit, que les habitants s'approprient ce projet. Et donc, on a vraiment travaillé pendant plusieurs mois avant que le projet démarre. Donc, de l'hiver 2018-2019, quoi, avec les habitants pour qu'au printemps, quand on accueille les premières personnes, les habitants se soient vraiment aussi approprié le projet. Ensuite, donc on a là, ça fait 2 ans qu'on expérimente le projet. On a commencé avec 5 salariés en parcours d'insertion en printemps 2019. Et puis là, actuellement, on est à 13. Et donc là, je vais vous présenter après les premiers, voilà, ce que ça donne, ce concept-là. Et puis après, là, on rentre dans une seconde phase où le but, c'est vraiment de pérenniser le projet économiquement et humainement pour ensuite, en tout cas, d'espérer pouvoir l'essaimer dans d'autres territoires ruraux. Voilà. Et donc, je vais passer à la déco d'après. Donc là, après ces 2 ans d'expérimentation, donc on a vraiment des points forts. 3 points forts du projet, c'est d'une part la production, puisqu'en fait on voit que économiquement, les activités qu'on propose, elles répondent à un besoin du territoire, aussi bien en termes de production de légumes que de pain. Et on arrive à écouler toute notre production sans aller sur la métropole de Grenoble. On a un ancrage territorial fort avec la commune qui fait partie du conseil d'administration en tant que personne morale et qui est un des partenaires clés de notre projet, et une vraie mobilisation et une confiance et des habitants et des partenaires. Donc du chemin a été fait depuis le démarrage. Et sur l'accompagnement global, je vais venir de façon un tout petit peu plus détaillée après, mais en fait, on voit qu'on a une vraie réussite de l'accompagnement global
qui comprend plusieurs briques. Enfin, en fait, on peut imaginer l'accompagnement global comme un pont, où ce pont est constitué de briques et en fait, il y a besoin que toutes les briques soient là pour que la personne puisse s'installer dignement et durablement en France ou juste construire la suite de son parcours pro et personnel. Et donc, les briques sur lesquelles on travaille, c'est sur l'insertion pro, donc l'emploi, l'aspect social, la mobilité, puisqu'en milieu rural, c'est central, surtout qu'on est dans un village où il n'y a pas de transport en commun, le logement, la santé, l'alimentation et le lien social. Et donc, en fait, on sait que si on manque une brique, le pont, il tient pas, quoi. Et donc, on a vraiment un projet d'accompagnement qui permet de faire en sorte que chacune de ces briques soit solide. En tout cas, que les personnes, quand elles ont passé cette petite période coup de pouce à terreaux locaux, et en tout cas, euh, elles ont travaillé sur chacune de ces briques. Enfin, voilà. Mais je pense que j'ai pas vraiment. Enfin, voilà, je pourrais répondre à vos questions et aller plus en détail si ça vous intéresse là-dessus, mais je vais finir juste la présentation. Au niveau du modèle économique, aujourd'hui, donc, on a un modèle économique hybride qui allie de l'autofinancement par la vente de nos produits. Et aujourd'hui, ça représente 30% de notre modèle. On a des financements pérennes avec notamment l'agrément chantier d'insertion qui est délivré par la Direction du Travail, donc le ministère du Travail. Et donc ça représente 40%. Et donc il est renouvelable chaque année, mais on sait que c'est une fois qu'on obtient cet agrément, bien sûr, il faut respecter le cadre, mais ça va être renouvelé chaque année. Et ensuite, on a des financements ponctuels parce qu'aujourd'hui, on est toujours en phase de développement. Et donc, on va mobiliser des fonds publics et privés pour cette étape-là. Mais donc, on a un enjeu fort de pérennisation de ce modèle. Donc, déjà, en trouvant d'autres financements pérennes, notamment sur l'accompagnement au logement et la création de liens. Et pour le moment, aujourd'hui, on a quelques pistes, mais c'est vraiment cette partie-là qu'on doit travailler avec les partenaires publics et privés. Et c'est d'augmenter aussi notre part d'autofinancement. Et donc ça, c'est aussi aujourd'hui, on est dans des locaux, des mises à disposition temporaires. Donc c'est aussi comment on sécurise nos outils de production pour atteindre une part d'autofinancement qui assure la durabilité de la structure. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps en ce moment et qui est central pour ensuite pouvoir penser l'accompagnement de porteurs de projets potentiels qui auraient envie d'essaimer un peu le modèle qu'on expérimente aujourd'hui. Et donc là, c'est juste pour vous donner un peu à voir en image ce que c'est le projet Terreaux Locaux. Donc là, vous avez une vue de haut de Notre-Dame-de-Lausier, donc du village dans lequel on est implanté. Donc là, on est vraiment au cœur de village. Donc là, il y a nos bureaux dans dans un grand bâtiment communal. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la flèche, en fait. Oui, ça doit. Au fond, vous avez l'espace maraîchage avec les cultures sous serre. Donc, on a 1800 mètres carrés de culture sous serre. On a un bâtiment agricole qui est caché derrière les arbres. Et puis après, on a le fournil qui nous est prêté par des paysans du coin à 7 km. Donc là, l'objectif, c'est aussi d'avoir toutes nos activités qui sont regroupées et on va construire un bâtiment là, juste à côté des serres avec le fournil, un nouveau bâtiment agricole adapté et puis des bureaux au même endroit. Et puis après, on a à 3 km, mais toujours sur la commune Notre-Dame-de-Lausier, on a 2,5 hectares de maraîchage en plein champ. Donc là, c'est pour vous donner un peu une idée de la façon dont on produit au niveau du fournil. Donc on fait du pain pétri et façonné à la main, cuit au four à bois, avec des matières premières bio et locales.
Et après, au niveau du jardin, donc on fait des légumes diversifiés et des aromatiques. Donc, on a une quarantaine de variétés de légumes, des petits fruits. On a un verger, mais sur lequel on va aussi travailler parce que c'est un verger vieillissant qu'on a récupéré. Mais voilà, c'est une partie qui reste à développer. Et puis, on fait de la transformation de nos surplus d'été en bocaux. Et voilà, donc là, vous avez une vue de notre terrain plein champ. Et, et donc, ça met un peu trop. Et là, ben, donc, le travail de l'équipe, de l'équipe maraîchage. Et puis au niveau de la commercialisation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a 60% de production qui est vendue à moins de 4 km. Actuellement, la plupart de enfin, la voie de commercialisation principale, c'est des abonnements paniers hebdomadaires et donc des abonnements pain et légumes. Et donc, on a une centaine d'abonnés actuellement. On a créé un marché à Notre-Dame-de-Losier depuis 2 ans. Et là, on a commencé un deuxième marché entre Notre-Dame-de-Losier et Grenoble. Et puis, on livre aussi à des magasins bio. Et donc, par rapport à la création du marché de Lausier, en fait, c'est le seul point de commerce du village et c'est le seul espace de lien et de rencontre pour les habitants à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment un moment important de la semaine et qui regroupe aujourd'hui une dizaine de producteurs et artisans. Donc, voilà, c'est vraiment une belle aventure, la création de ce marché. Et donc là, vous avez une vision de nos paniers hebdomadaires. Et puis aussi, on travaille autour de l'accessibilité d'une nourriture bio et locale euh, euh, pour tous. Et donc, avec le réseau Cocagne, Emmaüs France et puis la MSA et la CAF, on met en place un dispositif de panier solidaire. Donc, c'est des paniers comme un panier d'abonnés classique qui coûte 10 euros, mais qui revient à 3 euros pour les abonnés solidaires. Euh, mais par contre, avec ces paniers qui sont moins chers, on met en place tout un dispositif d'accompagnement et d'atelier autour du bien vivre alimentaire, donc sur comment cuisiner les légumes, autour de comment faire un repas équilibré, réfléchir à où faire ses courses. Enfin, c'est vraiment un accompagnement assez poussé sur l'alimentation et qui est proposé vraiment pour tous. C'est pas dédié aux, aux adhérents solidaires et ça crée aussi des espaces de rencontre et de mixité puisque c'est vrai que l'alimentation, en tout cas un atelier cuisine ou un repas partagé, ben, c'est vraiment des espaces où ça crée vraiment des espaces de mixité où tout le monde est content de faire quelque chose ensemble et ça met tout le monde à même niveau. Donc voilà, vous avez des petits exemples de repas partagés et de d'ateliers cuisine qu'on met en place. Et puis enfin, donc ça c'est sur la partie accompagnement pour voir un peu en image. Donc une personne qui arrive en contrat d'insertion à terreaux locaux, elle va avoir forcément une partie production. Donc il y a 3 parcours, un parcours avec une dominante maraîchage, une dominante boulangerie et une dominante commercialisation. Mais dans le contrat, l'objectif c'est aussi qu'ils construisent leur projet professionnel pour la suite. Et donc là, il y a des temps collectifs et individuels qui sont mis en place. Donc là, c'était un entraînement pour réaliser des entretiens d'embauche. Et puis, chaque semaine, chaque personne a 4 heures de cours. Donc, ça peut être de français, de maths, d'informatique, ou alors un temps sur son projet. En tout cas, il y a sur ces 4 heures, c'est 2 heures qui sont comprises sur le temps de travail et 2 heures qui sont sur le temps en dehors du temps de travail. Et puis enfin, donc là, c'est pour le volet vie associative où ça déborde d'idées et où il y a plusieurs groupes qui se sont créés, et notamment des groupes autour des loisirs créatifs, euh, des groupes de bénévoles qui organisent des événements. Bon, avec le Covid, ça s'est mis un peu en pause, mais là, c'est en train de repartir.
Et puis il y a un groupe apiculture. Enfin bon, voilà. Et ça, c'est vraiment des groupes qui vivent par les idées et les envies des habitants. Voilà. Et donc, j'ai fini. Bon, J'espère que merci pour dépasser le temps. pour cette présentation fort intéressante et on voit quand même à travers les photos qu'il y a de la joie de vivre à Notre-Dame-de-Lausier. Donc ça fait du bien dans ces périodes un peu complexes. Il y a quelques questions là déjà. Alors Sonia, non, Sonia est partie, donc elle va peut-être revenir. Donc on va les garder pour après. Il y a Marie Vanel. Peut-être vous pouvez poser votre question à l'oral ou vous mettez votre micro concernant les profils compétences des personnes. Marie, vous êtes là? Marie Vanel? Alors, je vais le faire à sa place, si elle n'arrive pas à mettre en route son micro. Donc, la question que Marie pose, donc, quels sont les... On entend, mais de loin, Marie. Peut-être monter un peu le son, mais moi, je vous entends en tout cas. Moi, je vous entends si pas je du parle tout. comme ça, c'est mieux déjà. Je ne vous Je vous entends. Ah, bon, alors je vais le faire pour Marie, tant pis. Hein. Quels sont les profils compétences des personnes qui ont créé et qui portent le projet? Alors, l'équipe de... Donc, pour l'étude de faisabilité, donc on l'a faite à deux. Donc, Adeline, qui avait une expérience de 6 ans dans l'accompagnement de demandeurs d'asile et de réfugiés. Et moi, j'avais plus une expérience dans la... Je suis ergonome et j'avais vraiment travaillé autour de projets participatifs, autour de la co-construction, des méthodes pour la co-construction. Et j'avais pas mal fait enfin, j'avais porté des projets dans le milieu associatif. Donc c'était essentiellement là-dessus, donc au niveau des compétences sur l'étude de faisabilité. Et en fait, en parallèle de cette étude de faisabilité, Adeline, elle a passé son CAP boulangerie et moi, j'ai fait un BPREA en maraîchage. Sachant que moi, je me suis assez vite rendu compte qu'en 10 mois de BPREA, sachant que j'avais jamais fait d'agriculture avant, j'étais clairement pas en capacité d'être maraîchère. Euh, et donc, on a eu vraiment un gros coup de chance parce qu'en fait, à Notre-Dame-de-Lausier, en plus d'une équipe municipale accueillante, et ben, il y avait un maraîcher qui était installé depuis 10 ans sur de la terre communale, qu'on a rencontré en fait en même temps que l'équipe municipale et qui a rejoint le projet. En fait, aujourd'hui l'exploitation agricole de terreaux locaux, ça a été transféré à l'association. Elle était donc à Cyril qui était maraîcher et Cyril est devenu salarié de l'équipe. Et donc c'est lui qui porte vraiment la partie maraîchage à terreaux locaux. Donc avoir un maraîcher, c'est quand même vraiment un maraîcher qui a des compétences en accompagnement. C'est vraiment super chouette. Et après, on a embauché, donc on a ouvert au printemps et donc en janvier, on a embauché Fanny qui est accompagnatrice socio-professionnelle. Donc au niveau des compétences, on a plus sur donc Adeline qui porte la boulangerie et qui a des compétences aussi en montage de projet, l'accompagnement socio-professionnel, Cyril avec le maraîchage et puis moi maintenant je me suis quand même pas mal formée aussi à la commercialisation et à la communication. Donc voilà, c'est à peu près ça les compétences. Bon, apparemment, donc, Marie a entendu et elle vous remercie. J'ai vu donc Sonia de Relier donc est revenue. Est-ce que Sonia, vous pouvez apporter vos deux questions, si vous m'entendez? Sonia, si vous mettez en route votre micro. Sonia, vous m'entendez? On a des problèmes de son apparemment. Donc je vais le faire aussi à la place de Sonia. Donc la première question, en Isère, les requérants d'asile ont-ils le droit de travailler? J'ai récemment appris que cela n'est pas le cas en Haute-Savoie. Ça c'était la première question.
Et la deuxième question, vous recevez des personnes isolées ou aussi des familles? Alors, ça, je peux répondre très rapidement, les deux. On a, enfin, on a les deux profils. Donc, Et famille, par donc, contre, pour la personnes isolées. question sur, Ben, sur le droit de travailler pour les personnes demandeurs d'asile. bah alors, vraiment, nous, on a axé vraiment le projet sur, enfin, tout le projet d'accompagnement, c'est pour une installation durable en France, parce que et du coup, qui est en adéquation avec une structure d'insertion. Euh, et donc, nous, on a vraiment fait le choix de cibler l'accueil de personnes qui ont déjà la protection, qui viennent d'avoir le statut de réfugié. Sachant qu'en Isère, en effet, je crois que les demandeurs d'asile, au bout d'une période, ont le droit de travailler. Mais par contre, aujourd'hui, en tout cas, nous, on sait qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'insertion parce que à tout moment, en fait, tant qu'ils n'ont pas la protection, tant qu'ils sont toujours en cours de demande, en fait, ils savent pas encore s'ils vont pouvoir rester en France. Et donc, du coup, ça n'a pas de sens par rapport au projet d'accompagnement qui est proposé à Terreau Locaux. Je ne sais pas si Sonia, ça répond à votre question, si vous m'entendez. Enfin, en tout cas, nous, aujourd'hui, on sait que dans les chantiers d'insertion en Isère, il y a personne qui embauche des demandeurs d'asile parce que c'est contraire. Enfin, c'est un non-sens par rapport au contrat d'insertion. Ok, merci. Il y a deux questions qui se regroupent, qui se rejoignent, pardon. C'est Agnès à Lyon qui est porteuse de projet et Marie Vanel. Donc, est-ce que le clivage dans le village a évolué depuis le lancement des activités? Et dans la même lignée, c'est comment avez-vous réussi à créer du lien avec les habitants, notamment ceux qui étaient les plus frileux de prime abord? Alors, aujourd'hui, je crois que la, un indicateur quand même assez fort, ça a été la réélection du conseil municipal aux dernières élections municipales. Ce qui a permis de relégitimer le conseil municipal sur le fait d'avoir choisi l'implantation du projet terreau locaux dans le village. Mais clairement, aujourd'hui, on a... Enfin, en tout cas, il y a eu vraiment des tensions lors de la réunion publique euh, à l'hiver 2018. Mais, euh, de fait, on n'a jamais eu de confrontation en dehors de cette réunion. On n'a jamais eu de problème avec aucun habitant. Et aujourd'hui, par exemple, sur des événements comme on organise un grand marché de Noël depuis 2 ans, et en fait, on voit que des habitants qui avaient été vraiment virulents lors de la réunion publique, ben, en fait, aujourd'hui, euh, participent à certains événements qu'on organise. Et donc voilà. En fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir fait la démonstration que ça n'a rien changé pour le village et ça fait que apporter du positif. Il n'y a pas d'insécurité. En fait, il y a juste des personnes qui travaillent et des espaces conviviaux pour les habitants et des propositions qui sont faites. De fait, par l'action, c'est un vrai aussi moyen de sensibilisation au vivre ensemble, quoi. Et après, peut-être que Maryse, elle a envie de rebondir parce qu'il y a quand même une habitante de Notre-Dame-de-Lausier dans la salle. Maryse, si vous voulez ouvrir votre micro. Maryse. Donc c'est dans la fenêtre GoToMeeting. En bas, il y a plusieurs pictogrammes. Et donc le premier, c'est micro. Là, le vôtre est fermé. Ça Ah, y est, ça y c'est est. bon, autant pour moi. Donc, je disais en tant qu'habitante de Notre-Dame-de-Lausier, donc administratrice bénévole à terreau locaux, oui, moi, je peux dire que dans le village, c'est une structure aujourd'hui, ben, je dirais même, on peut plus s'en passer, quoi. Ne serait-ce que le marché du mardi, tout le monde attend ça. Des habitants du village n'auraient même jamais pensé à prendre des paniers aujourd'hui. Et là, donc Lucie peut le confirmer, le nombre de paniers pris par les habitants a fait également un grand boom.
Et puis, il y a beaucoup d'activités, effectivement, tout autour qui permettent, je pense à un dernier événement auquel j'ai participé, à un petit stage de poterie. En plus, ça a lieu donc sous le préau, derrière Terreau Locaux. On essaye c'est des gens du village qui vont venir. Il y a un certain nombre d'activités qui sont vraiment en lien avec l'ancrage territorial que voulait créer Terreau Locaux et qui sont en train de se concrétiser, mais d'une façon inéluctable, quoi. Hein. C'est voilà, ça va très très vite, ça va de l'avant. Et franchement, non, c'est très positif. Et je dis pas ça parce que je suis habitante de Notre-Dame-de-Lauzier. Moi, je le vois vraiment d'un aspect très positif. J'ai rejoint moi-même Notre-Dame-de-Lauzier il y a juste avant l'arrivée de Terreau Locaux, et vraiment arriver dans un village comme ça où il y a un tel projet, mais c'était magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Merci à eux encore. Hein. Merci pour votre témoignage, Maryse. Peut-être d'autres questions comme ça alors... Moi, il y avait une question peut-être. Moi, j'aurais 2 questions sur les financements européens. J'ai vu qu'il y avait du leader. Julia, Ouais. présentez-vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ah, pardon, Julia Manaquin, je vous ai rejoint en vidéo, en fait. Donc, département de la Haute-Vienne en Nouvelle-Aquitaine. Et oui, bon, donc, les financements européens, et en termes de... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà suffisamment de recul, mais en termes de sortie, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui avaient passé du CAP, et en gros, quels sont les effets et les anciens qui ont pu quitter votre chantier? Donc, au niveau du financement européen, donc on a bénéficié d'un financement leader pour le démarrage du projet. Et puis là, on va sûrement refaire une demande leader par rapport. Du coup, j'en parlais dans la présentation, mais on va construire un nouveau bâtiment et donc du coup, on va mobiliser aussi du financement leader là-dessus. Enfin, je sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ce financement européen, mais c'est l'alliance, parce que vous avez dû avoir du FSE aussi, j'imagine, par rapport au CDDI. Non, on n'a pas de FSE. On a eu un cofinancement de la direction du travail. La directe, ok. Ouais, c'est ça. Et la deuxième question. Et sur les sorties, en fait, et les parcours. Ouais. Donc, en fait, l'accompagnement, il est en moyenne de 24 mois. Et donc, c'est des contrats de 7 mois renouvelables jusqu'à 24. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a même plus de sorties que ça. J'ai oublié de mettre à jour dans des dernières semaines les sorties. Mais donc, on a des sorties en CAP, on a des sorties en formation pro, et puis on a même des sorties en CDI. En CDI. Ouais. Ouais. On a du CDI, effectivement. Ouais. Et donc, par contre, c'est vraiment, là, les CAP, c'est en boulangerie. En formation pro, on a des formations qui n'ont rien à voir avec les activités proposées, puisque là, c'était en assistante comptable. Et sur le CDI, on en a un qui est sorti en tant que marchand, responsable de rayon fruits et légumes en magasin bio. Et puis là, il y en a un autre qui sort aussi pour être vendeur polyvalent en magasin bio. Donc en fait, on voit que ça crée des liens avec d'autres métiers qui sont quand même assez proches et où le fait d'avoir une connaissance de la production, aussi bien en maraîchage qu'en pain, c'est vraiment un vrai... Pardon, je vous coupe. Non, pas de souci. C'est de l'emploi local ou ils sont partis de la région? Ils sont restés? Ouais, en tout cas, c'est sur le département, quoi. Enfin, même beaucoup plus. Enfin, c'est sur le territoire grenoblois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, si je peux même me permettre, on en a même un qui est également réceptionniste en hôtellerie. Donc, c'était son projet à lui. Il faisait de la boulangerie et c'était son projet à lui. Et imaginez la capacité qu'on a eue avec les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration pour réussir à lui trouver un stage. Et il est embauché en CDI aussi. Donc là, c'est toute une... Donc, comme disait tout à l'heure Lucie avec le pont, là, j'aime bien cette allégorie, c'est toute une chaîne. Donc, nous, entre autres, de bénévoles, nos contacts,
notre connaissance du terrain, notre connaissance du tissu local, et qui peut faire que voilà, il y a beaucoup de bénévoles, hein, il y en a une cinquantaine, hein, ça aide bien quoi aussi, hein. Ok, merci Maryse. Sonia, donc, vous voulez prendre la parole, si ça marche, en mettant en route votre micro? Allez-y. Mélange. Alors, est-ce que ça marche là maintenant? Oui, ça marche, on Vous vous entend. m'entendez? Oui. Ah, finalement. Tout à l'heure, ça marchait pas. Du coup, je me demandais si, je sais que la genèse du projet a été sur le fait de pouvoir accueillir ces personnes en public parmi les fragilisés, particulièrement les migrants. C'est bien ça que j'ai compris. Mais du coup, est-ce que dans le sens de l'intégration dans le territoire, davantage, je pense à l'esprit de ce que j'ai plus l'habitude de voir, hein, les espaces pescaricoles, votre structure a déjà eu, c'est déjà arrivé d'accueillir une personne qui est plutôt dans un profil de reconversion professionnelle ou disons, quelqu'un de local, mais qui est dans une phase de fragilité, pour dire comme ça, sous forme de contrat cap ou autre, ou c'est quelque chose qui est envisagé, parce que je crois qu'au début, tu nous as parlé de que c'était maintenant que vous commencez à être un peu à l'aise avec le fonctionnement que vous avez réussi à installer, à part les projections de construction et tout ça. Vous aviez envie de s'aimer, de voir le potentiel de que le modèle soit reproductible ailleurs. Et je me demandais si aussi il y avait cette dimension de mixité avec les populations fragiles locales par. Voilà. Merci Sonia. Est-ce que Lucie, vous avez entendu la question parce que le son était pas excellent? J'ai à peu près compris, je vais essayer d'y répondre. Donc aujourd'hui, en fait, la mixité, on l'a de fait parce que sur notre équipe de salariés en parcours d'insertion, il y a 2 tiers de personnes réfugiées, mais 1 tiers de personnes du territoire et qui sont complètement dans cette situation-là, qui sont dans un moment où elles ont besoin d'une période coup de pouce, qui peuvent être soit en reconversion, soit enfin voilà, ils ont juste besoin d'avoir un moment pour soit avoir un espace pour retrouver le goût euh, à une activité professionnelle, à construire un projet professionnel autre ou un projet professionnel durable. Et donc, en fait, de fait, c'est avec le contrat d'insertion. En fait, toute l'équipe a le même contrat, mais il y a des personnes du territoire. Après, ça peut complètement être envisagé d'avoir des personnes qui ont des contrats cap, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme déjà avec l'agrément chantier d'insertion, on a les contrats d'insertion. En fait, de fait, ça se fait comme ça. Mais par contre, on a déjà eu des personnes, aussi bien dans les personnes, enfin surtout on a déjà eu un cas de personnes qui avaient un projet agricole et du coup de l'accompagner dans ce sens-là. Et enfin, ça peut arriver pour la suite, quoi. Enfin, Ok, merci pour cette réponse. Alors, moi j'ai une question un petit peu provocante ou provocatrice, mais ça a l'air d'être facile comme ça quand on écoute la présentation. On dirait que tout est parfait. Enfin, tout est parfait, non. On vous accueille, vous trouvez une commune super. Je sais pas, mais est-ce que vous pouvez pointer les points de tension, les points en jeu, ou ce qui vous a posé question et comment vous avez traité ces questions-là? Et c'est pas, je veux pas du tout juger Lucie, votre qualité. Lucie, on peut parler de la mobilité, hein, ce qu'on a dû faire, par exemple, pour la mobilité. Ça a été c'est délicat, hein. On est à 4,5 km d'une ville. Lorsque les salariés, la petite ville qui est en dessous, qui s'appelle Vinay, lorsque les salariés arrivent le matin, donc ils viennent, par exemple, en train de Grenoble, de Tullin, de Saint-Marcelin, et ben, comment on fait pour que tous ces gens-là puissent venir travailler dans une zone un petit peu en demi-montagne, quoi. Donc, il a fallu que Terreau Locaux s'y organise cette partie-là.
Parce qu'effectivement, la mobilité, c'était un des soucis. Mais comme ça l'est d'ailleurs ici sur le village, il y a une autre structure qui est une EHPAD. Ça a toujours été un souci pour le village. Donc là, il y a carrément ils ont dû construire un système de navettes pour monter les salariés le matin et donc les remmener le soir à la gare. En fait, c'est le point de ralliement, quoi, si je puis dire. Bon, du coup, je peux prendre la suite si tu veux, Marie. Oui, bien sûr. Et bon, voilà. Donc, du coup, c'est un petit exemple de tous les petits, de tous les petites barrières qu'on doit un peu, enfin, ou de tous les défis qu'on doit un peu relever au quotidien. Et là, ça peut paraître un peu un long fleuve tranquille, mais ça ne l'est pas du tout. Et depuis le début. Non, chaque jour est un petit défi, en vrai. Mais donc déjà, la première grosse difficulté, c'était déjà trouver un lieu. Et ça, vraiment, c'était assez épineux. On a vraiment rencontré vraiment beaucoup de communes. Et voilà, enfin, ça a été bien compliqué. Le deuxième gros défi, et qu'on n'a toujours pas réglé aujourd'hui, c'est le modèle économique. Et c'est aussi pour ça que aujourd'hui, la question de l'essaimage, elle se pose vraiment, parce qu'en fait, il faut vraiment sécuriser cette partie économique. Et c'est aussi en faisant la démonstration que l'accompagnement, qu'on a des vrais résultats, et sur la partie développement local et sur la partie accompagnement, qu'on va pouvoir aussi convaincre les partenaires publics qu'il faut qu'on arrive à avoir des aides pérennes pour assurer cet accompagnement global. Parce qu'en fait, avec la partie aide au poste du chantier d'insertion, c'est très bien pour la partie accompagnement à l'emploi, mais ça ne nous permet pas de réaliser l'accompagnement global qu'on propose, surtout pour des personnes qui ont des freins, notamment sur la langue et sur les codes culturels. Et puis après, c'est trouver le juste équilibre aussi au niveau de la ressource humaine du projet, pour arriver à avoir une équipe qui reste aussi dans le temps, une équipe de salariés permanents notamment, qui reste dans le temps. Et donc ça aussi, aujourd'hui, ça fait partie en fait du modèle socio-économique qu'on cherche vraiment à pérenniser. Ok, merci pour ces réponses. En tout cas, ça me fait penser, on a organisé l'an dernier un séminaire sur les tiers-lieux. Et donc, la question revenait très souvent sur justement la pérennité, le modèle économique, etc. Et en fait, on constatait qu'on n'arrivait pas à trouver de modèle économique qui soit standardisable ou standardisé, puisque ils étaient tellement liés à des réalités locales, à des engagements locaux, à des potentialités locales que voilà. Donc du coup, ça posait vraiment cette question de comment on peut décrire un modèle économique sur des projets qui sont atypiques et tous singuliers, tous particuliers. Donc voilà. Bon, mais c'est simplement pour rebondir sur votre propos. Je crois qu'il y a Julia qui a levé la main. Oui, merci de me redonner la parole. D'abord, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, merci beaucoup pour cette présentation et merci à Cap Rural d'organiser ce type de webinaire, c'est très intéressant. Et du coup, je voulais savoir justement, l'essaimage, vous avez déjà des pistes par rapport à comment faire en fait, là, on s'est donné cette année et les 2 prochaines pour on est accompagné par notamment la direction du travail et par la MSA pour trouver un modèle économique qui soit vraiment stable, même si je rebondis sur ce que disait Patrick sur la partie modèle économique où forcément il y a une part qui sera variable en fonction d'un territoire à l'autre et des besoins et des contraintes du territoire, mais n'empêche que sur l'accompagnement global qu'on propose pour les personnes réfugiées, là-dessus, il y a besoin d'avoir un financement qui permette d'avoir les ressources humaines pour faire cet accompagnement global. Et ça, peu importe le territoire, peu importe l'activité, ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à trouver et que ce financement soit pérenne, même si c'est un cofinancement. Mais voilà.
Et je me suis perdue. Je suis désolée. Ouais, Sur l'accompagnement et le fait qu'il fallait absolument qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit sur la problématique réfugiés, accompagnement, et voilà. Non. Non, en fait, je suis désolée, j'ai perdu le fil de la question. C'était sur les pistes d'essaimage justement que vous aviez. Oui, pardon, d'essaimage. Ouais, mais en fait, tant qu'on n'a pas sécurisé ça, c'est vrai qu'on a vraiment du mal à savoir comment se projeter là-dedans. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des journées porteurs de projets. Parce que on témoigne juste comme j'ai fait aujourd'hui, en fait, de un peu l'historique du projet et puis des réalités qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai que aujourd'hui on peut pas faire plus. Mais après, c'est vrai que nous, c'est vrai, on est vraiment en lien. Enfin, c'était vraiment important de se mettre en réseau, et notamment avec le réseau Emmaüs et Cocagne, pour aussi qu'ils puissent nous accompagner et soutenir cette dynamique future d'essaimage. Et voilà. Enfin, pour l'instant, c'est. Et ils interviennent financièrement, du coup, dans l'accompagnement, là, Emmaüs et le réseau Cocagne, ou comment ça se traduit? On a eu du soutien, on a eu de l'accompagnement et un soutien financier lors du montage du projet, mais qui venait en cofinancement de plein d'autres acteurs. Aujourd'hui, on n'a pas de financement particulier, mais par contre, on a un vrai soutien, on a un vrai accompagnement régulier, quoi. Et du coup, la prochaine journée porteur de projet, parce que du coup, c'est vrai qu'on a, moi, je fais partie d'un projet qui est récent. Enfin, on vient de créer l'association, il y a le lieu. On partait plutôt dans l'idée créer une communauté Emmaüs, puisqu'au bout de 3 ans, ils peuvent avoir le statut qu'il faut, mais c'est encore ouvert. Et du coup, on est aussi territoire leader, donc ça peut être intéressant. Ouais. Il suffit juste de nous contacter, et après on fait un doodle pour trouver la meilleure date pour les porteurs de projet. Ok. Et du coup, sur notre site, il y a l'adresse mail. Ok, merci. Je peux poser, enfin, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux en poser une dernière. Est-ce que Oui, si, Patrick. Oui. Pardon, oui. Clémentine, J'ai vas-y. posé une Clémentine, question, vas-y. merci. Je te laisse te présenter. Donc, Clémentine Laurent, je suis du réseau rural Grand Est. J'avais une question concernant les cours qui étaient donnés. Je voulais savoir s'ils étaient donnés par des bénévoles ou par des professionnels rémunérés. Et une autre question, vous expliquiez que le village n'était pas desservi par les transports en commun. Donc, je me demandais comment les personnes faisaient pour venir. Est-ce qu'elles vivent dans le village ou voilà, comment elles se débrouillent? Est-ce qu'elles ont pu avoir leur permis, une voiture? Merci. Et au passage, les photos sont magnifiques et les produits ont l'air délicieux. Mais n'hésitez pas à venir. Alors, pour les cours, c'est tous des profs bénévoles, des habitants, pas forcément du village, mais des alentours, des habitants du territoire. Et par contre, qui ont tous été formés au français, langue étrangère. Donc vraiment, il y a voilà, on rémunère pas les profs puisqu'ils sont bénévoles, mais par contre, l'association vraiment trouve les financements pour que les profs bénévoles soient formés au FLE. Voilà, et après, sur la partie... Pour la mobilité, Lucie. Justement, mobilité, pardon, je suis désolée. Voilà. Donc, j'ai répondu en partie tout à l'heure. Voilà. Ouais, c'est ce que Marie disait. En fait, on a dû mettre en place une navette entre la gare la plus proche qui est à 5 km. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir une gare à 5 km. Oui. Et le lieu. Et après, on a aussi acheté, grâce à des subventions du département, une flotte de vélos électriques parce qu'en fait, on est en haut d'une grosse côte. Enfin, les 5 km, c'est en montée. Et donc, du coup, pour que ce soit acceptable aussi pour les salariés, le vélo électrique, c'était vraiment chouette. Et puis après, bien sûr que dans les projets et professionnels et personnels des personnes qu'on accueille, pour ceux qui n'ont pas le permis, le but, c'est, si ça correspond à leur projet, c'est de le passer. Et donc, ça fait partie aussi des choses qu'on accompagne.
Et du coup, ça permet aux gens d'habiter là où ils veulent, hein, puisque du coup, il y en a qui habitent sur Grenoble et il y en a qui habitent en zone rurale sur le territoire. Moi, j'avais une dernière question, si c'est possible, Lucie, sur le territoire, parce que tu as dit que ça avait été compliqué de trouver un territoire d'accueil, une commune d'accueil, mais est-ce qu'il y a une fibre particulière à Notre-Dame-de-Lauzier, une histoire, une culture locale, est-ce qu'il y a, je sais pas, qu'est-ce qui fait que là ça marche et puis qu'ailleurs ça marche pas? Je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est qu'à Notre-Dame-de-Lauzier, il y avait beaucoup de bâtiments communaux, ils avaient beaucoup de fonciers non occupés et qui étaient en train de partir un peu à l'abandon. Donc, en fait, c'était du donnant-donnant. Enfin, en fait, ils y voyaient un vrai intérêt à redonner vie à ce bâtiment qu'ils avaient sur les bras. Et donc, ça a été une grande chance, qui est ça. Après, bon, je sais pas si ça a joué, mais bon, il y a eu un miracle à Notre-Dame-de-Lauzier, donc c'est le deuxième miracle. Il y a eu un miracle. Non, non, mais sinon, il y a une vraie tradition d'accueil à Notre-Dame-de-Lauzier où en fait, il y a une histoire où il y a eu plusieurs vagues d'accueil de migrants en fait dans le village. Et puis il y a aussi eu la résistance avec le Vercors. Enfin, c'est un village où il y a une histoire autour de la tradition de l'accueil et qui est assez importante. Oui, je confirme, ouais. Mais je pressentais qu'il y avait quelque chose quand même d'un petit peu historique et culturel, parce que c'est pas si simple que ça. Vivant dans un village où le préfet a décidé l'ouverture d'un centre d'accueil et d'orientation, il y a eu des grosses manifestations contre l'ouverture de ce centre d'accueil et d'orientation. Ça avait fait l'actualité des années 2016-2017, malheureusement. Donc voilà, tous les villages n'ont pas la même culture. Dans la fiche de présentation leader que vous pouvez trouver sur le site de Cap Rural, dans les ressources leader, il est noté donc réfugiés et non pas migrants. Ou comment vous faites le distinguo, ou demandeur d'asile? Est-ce que pour vous, toute personne qui arrive, quel que soit son statut et sa définition, vous prenez pas? Mais non, du coup, nous, c'est enfin en tout cas sur la partie chantier d'insertion, donc contrat et accompagnement global, on a des personnes qui du coup ont passé la période de demande d'asile et qui ont le statut de réfugié. Mais par contre, pour les cours de français, toute la partie vie associative, en fait, il y a plusieurs collectifs d'accueil, aussi bien côté Vercors que dans les villages ou villes alentours. Et donc, sur cette partie vie associative, ben, évidemment qu'elle est ouverte à tous. Et donc, les cours de français, ils peuvent être ouverts à n'importe quelle personne, quoi. Donc, et la partie bénévolat également. Donc, par ce biais-là, et ben, il y a des demandeurs d'asile qui gravitent autour de terreaux locaux, quoi. Mais par contre, vraiment, sur les contrats d'insertion, c'est uniquement pour les personnes qui ont le statut de réfugié. Très bien. Merci. Mais on a déjà, en fait, on a déjà, nous, on pensait à la base, la Direct nous a donné une dérogation pour qu'on puisse accueillir des personnes réfugiées qui arrivent de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, en fait, on n'arrive même pas à répondre à la demande de la métropole de Grenoble. Ok, merci, Lucie. Une dernière question peut-être, ou un dernier avis? Est-ce que Martha, tu veux t'exprimer? Je vois que tu as laissé un message dans le chat. C'était une présentation très complète et avec tous les témoignages, moi, ça répond vraiment à toutes les questions que j'avais. Effectivement, là, c'est très intéressant aussi d'avoir votre retour sur les difficultés. Enfin voilà, on voit qu'il y a un gros besoin, comme vous dites, pour finir. Donc, c'est très intéressant. Et voilà, merci beaucoup pour cette présentation et ce témoignage. Martha est donc, on va dire, mon homologue en région Normandie en termes d'animation du réseau rural, et donc c'est elle qui est derrière l'agenda des prochaines visioconférences. Donc un petit mot peut-être, Martha, sur le moment où on va publier le prochain agenda, si tu sais. Donc effectivement, cette webconférence, c'est une initiative des réseaux ruraux régionaux qui s'associent pour présenter chaque mois
un projet de leur territoire. Et donc, vous pouvez retrouver tout l'agenda de ces webconférences sur le site du Réseau Rural Webconférence. Et cette webconférence, comme les autres, sont enregistrées. Donc, on peut voir l'enregistrement. On pourra aussi télécharger la présentation sur le site. Donc, vous pouvez revoir les précédentes et dans quelques jours, vous aurez l'agenda des webconférences du second semestre qui va arriver. Voilà. Ok, merci Martha. Donc, je vous propose qu'on clôture cette visioconférence en remerciant déjà tous les participants et les participantes, et puis en remerciant très sincèrement Lucie de Terreau Locaux et Maryse, donc bénévole, pour cette présentation fort intéressante et ce projet inspirant, je pense, pour nombre de territoires et d'acteurs des territoires dans ce contexte de migration, de mouvement, de population et de mobilité. En tout cas, grand merci à l'équipe de Terreau Locaux pour s'être rendu disponible. Merci à vous. Puis on vous donne rendez-vous sur l'agenda des webconférences à venir. Merci à vous.